l'épisode dans l'intitulé. Médiation de la controverse artistique, regard sur l'affaire Burks. Oui. Donc, bonjour à tous. Les recherches en sociologie analysant les controverses scientifiques, techniques, littéraires et historiques ont grandement abondé si on pense aux publications de sociologues tels que Bruno Latour, Michel Calon, Laurent Thévenot et Luc Boltanski, par exemple. Cependant, les ouvrages intéressés par la question de la controverse artistique sont moins fréquents. Lorsqu'un auteur s'y consacre, comme ici avec Nathalie Heinick et son ouvrage « L'art contemporain exposé au rejet », les controverses et les scandales rapportés portent plus fréquemment sur le rejet de la présentation ou de la publication d'une œuvre d'art, alors considérée par certains comme étant indécente ou immorale. Ce rejet peut également se jouer au niveau de la personnalité de l'artiste qui l'a conçu ou de la nature de son mécénat. Il est un peu moins commun que la donation d'une collection à un musée par une famille de collectionneurs grandement appréciés et respectés dans le milieu socio-économique du Québec ait simultanément des retentissements négatifs et positifs. À ce sujet, j'ai constaté que la donation de la collection Henry Burks d'orfèvrerie canadienne par la maison Burks au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa a engendré un débat médiatique très agité dans les années 1979-80, engageant des acteurs autant québécois qu'ontariens. Dans le cadre de cette courte présentation, je dresserai donc tout d'abord le contexte, les caractéristiques ainsi que les positions des acteurs, en me basant uniquement sur la médiatisation de cette affaire, et tenterai ensuite d'élucider uniquement les retombées législatives, faute de temps, qu'elle semble avoir engendrées suite à son déploiement. Notez qu'il s'agit ici d'une interprétation personnelle effectuée à partir de documents publiés dans les médias de masse, visant à rendre compte de leur pouvoir réformateur. Donc, pour débuter, la collection Burks d'orfèvrerie canadienne a été élaborée entre les années 1936 et 1977 par Henry Gifford Burks, petit-fils du fondateur de la maison Burks, une entreprise québécoise établie à Montréal depuis la fin du 19e siècle. La collection comprend plus de 7000 pièces d'orfèvrerie canadienne, mais également amérindienne, américaine et européenne, qui couvre une période historique québécoise de plus de 3 siècles. À la fin de l'année 1977, la maison Burks décidait de transférer cette collection privée, qui avait toujours été conservée dans les locaux montréalais de la compagnie, à Toronto. Monsieur Drummond, président de la maison Burks à l'époque, avait fait circuler au mois de décembre 1977 un communiqué annonçant ce déplacement en justifiant que Toronto est un endroit idéal pour la distribution et que les possibilités d'enseignement et de recherche y sont excellentes. À ce moment-ci de l'affaire, aucune controverse médiatique n'avait été soulevée, mais il était clair que la situation ne faisait pas l'unanimité. Les tentatives du ministre des Affaires culturelles du Québec, M. Louis O'Neill, qui a rencontré la famille à ce sujet-là le 4 février 1978, en sont la preuve, donc 2 mois plus tard. C'est réellement lorsque la maison Burks a pris la décision de faire don de sa collection au Musée des Beaux-Arts du Canada, alors appelé Galerie nationale, le 14 décembre 1979, donc 2 ans après l'avoir déplacé à Toronto, qu'un réel élan de protestation s'est enchéri. Donc le 13 décembre 1979, soit la veille de l'annonce publique de la donation, le ministre des Affaires culturelles, Denis Vaugeois, avait à la hâte rédigé et envoyé un télégramme demandant à la compagnie un moratoire de 3 mois avant l'annonce publique du don, afin de chercher des solutions pour permettre de conserver la collection au Québec. Jean Trudel, alors directeur du Musée des Beaux-Arts de Montréal, avait également cette même journée rencontré un représentant de la famille Burks afin de faire valoir l'intérêt de son musée pour cette collection. Ces tentatives désespérées, on peut le dire, n'auront pas porté fruit puisque la compagnie annonçait la donation le lendemain. Comme vous l'aurez compris, cette situation n'a pas fait l'unanimité dans les milieux professionnels, culturels et d'enseignement, entre autres en raison de la nature des pièces exportées ainsi que de leur fonction utilitaire d'origine. Comme dans toute forme d'affaires, le public était divisé en 2 camps, fort asymétriques, composés de professeurs universitaires, de ministres, de directeurs de musées, d'institutions et d'organisations variées. Jean Trudel, que j'ai mentionné plus tôt, ainsi que Robert de Rome, professeur au département d'histoire de l'art de l'UQAM, tous 2 spécialistes de l'orfèvrerie canadienne, furent les 2 voix institutionnelles majeures dans les protestations médiatiques. Les principaux arguments qu'ils ont évoqués contre la donation de la collection à la capitale visaient à discréditer les compétences du musée.
Donc, ils ont affirmé, entre autres, qu'elle n'avait aucune structure satisfaisante pour accueillir la collection, qu'elle n'avait aucun conservateur en art canadien à l'époque, ce qui est malheureusement pour eux vrai. Ils ont pointé que toutes les archives permettant d'interpréter et d'analyser les pièces d'orfèvrerie québécoises sont notamment dans les archives d'églises de Montréal, Québec et Trois-Rivières, et que la collection serait arrachée à son contexte naturel d'origine, la déterritorialisation complexifiant l'étude et l'analyse de ses œuvres. Ils ont également offert publiquement à la famille Burks une alternative en vantant les mérites du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui serait en mesure d'assurer la diffusion de la collection, de gérer les prêts à d'autres musées canadiens via ses services d'extension, d'élaborer des programmes d'études et même de consacrer un bâtiment exclusivement à la collection. Durham et Trudel n'ont finalement pas négligé le poids de la valeur sentimentale des Québécois pour cette collection, qui, il faut mentionner, est composée à 65% d'œuvres typiquement québécoises. Ils ont d'ailleurs signalé que la collection devrait naturellement appartenir aux Québécois. Ces arguments ont finalement été endossés par Peter Weinridge, directeur exécutif du Conseil canadien des métiers d'art, et par André Robitaille, président du Conseil des monuments et sites du Québec, sur la voie publique, ce qui a donné vraiment du poids aux arguments. D'un autre côté, cette masse de protestation a connu une riposte de la part, entre autres, des membres de la Maison Burks, de la Corporation des musées nationaux, ainsi que de la directrice de la Galerie nationale, Mme Shio Yenshi, qui ont misé sur le droit des donateurs de disposer de leur collection comme bon leur semblait. When you are the owner of something, you should have the right to do whatever pleases you with it, and it is nobody's business. Peut-on lire dans le Montréal Gazette. Thomas Burks avait également déclaré lors de l'Assemblée de la compagnie que la collection était considérée comme relevant d'un héritage canadien et non pas uniquement québécois, et ainsi la Galerie nationale apparaissait comme étant l'institution culturelle idéale, ayant un mandat qui n'est pas limité à une communauté, à une région ou une province déterminée. M. Burks a ajouté qu'il estimait que cette situation relèverait en fait d'une simple décision administrative, en expliquant que la collection resterait accessible aux Québécois grâce à une politique extensive de diffusion. Donc, bien que nous ne sommes pas là pour attester de la véracité de tous ces arguments-là, il n'est pas négligeable de souligner qu'ils ont été publiés et lus par un grand nombre d'individus. En effet, bien qu'un conflit puisse naître au départ dans un espace intellectuel, comme on vient de le voir ici, les phénomènes de dissémination peuvent être nombreux et ont le pouvoir de forger l'opinion d'un public qui, jusqu'à l'épuisement de la controverse, continue de s'accroître. Luc Boltanski et Elisabeth Claverie estiment à cet égard, et je cite, que la modification de la qualification des faits révèle à elle-même un nouveau public qui réalise qu'il partageait cette vision des choses, mais qui peut désormais, grâce aux médiations des acteurs de la révélation, les percevoir clairement. C'est effectivement ce qui a suivi, puisque j'ai pu observer, grâce à un examen attentif des articles de presse et des transcripts d'entrevues radiophoniques, que le conflit avait rejoint un public de non-spécialistes ou de profanes, selon le terme qu'utilise Cyril Lemieux, sociologue français, qui se sont exprimés publiquement et librement à travers les médias, dans le cadre de lettres ouvertes, par exemple, comme vous le voyez ici, avec des extraits que j'ai spécialement récupérés pour leur intensité. Cette utilisation de titres chocs et de phrases véhémentes avait pour but certainement de faire appel au sens commun, mais aussi moral des lecteurs. Mon objectif est maintenant de montrer de quelle manière ce phénomène social peut être désigné comme un problème politique. À l'époque de sa conservation à Montréal, la collection Burks avait échappé à la loi 2 sur la protection des biens culturels, une loi adoptée en 1972, donc peu de temps avant que la collection soit déménagée à Toronto, stipulant que le ministre peut, sur l'avis de la Commission des biens culturels, reconnaître tout bien culturel dont la conservation présente un intérêt public, ce qui oblige tout propriétaire de biens classés d'obtenir une permission gouvernementale avant de les exporter en dehors de la province. Effectivement, la collection en 1977 n'avait toujours pas été classée, malgré les recommandations incessantes de la Commission des biens culturels dès 1975. Et c'est pour cette raison que le gouvernement, sous la pression médiatique, n'a pas pu obliger le rapatriement de la collection à Montréal. L'issue de la controverse est ainsi déjà jouée d'avance. Et bien que la décision de la famille Burks relevait à la base d'une décision de nature privée ou individuelle, elle est rapidement devenue sociale en raison de la publication de ces informations-là.
Cependant, la médiatisation du conflit, selon moi, a permis de remettre en cause une récurrence événementielle plus large au domaine culturel, à savoir l'exportation et la vente massive à l'étranger d'un grand nombre d'œuvres d'art et de biens culturels québécois. Boltanski et Claverie commentent qu'une fois mise en forme, l'indignation constitue un puissant moteur de mobilisation, notamment parce qu'elle permet de rapprocher, d'un côté, des événements qui se présentent comme historiques et de l'autre, des moments critiques de leur propre histoire et ainsi à mettre en série des faits publics. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les acteurs en défaveur de la donation ont largement commenté via les médias sur la ressemblance du cas Burks à certains cas précédents qui sont entre autres les suivants. La collection Georges-Alphonse Davio, l'une des plus grandes bibliothèques privées du Canadiana au Québec, avait été acquise par les Archives nationales du Canada en 1973. La plus importante collection de monnaies et de médailles conservées au Château Ramsay de Montréal depuis 1894 avait été vendue en 1975 à la Banque du Canada. Et la collection de la bibliothèque de l'Arctic Institute of North America de l'Université McGill avait été déplacée de Montréal à Edmonton en 1976. Donc, une controverse a ici été réactivée à chaque fois qu'un déplacement d'œuvres d'art québécoises en dehors de la province était visible. L'affaire Burks semble ainsi n'avoir que remis en relief une dissension beaucoup plus ancrée autant dans les espaces institutionnels que collectifs québécois. Cyril Lemieux stipule que la forme affaire est possible que lorsque la cause est défendable, c'est-à-dire lorsque les normes de tolérance en vigueur de l'espace social incriminé peuvent se voir aisément attribuer une valeur universelle. Mais l'imputation d'une valeur à prétention universelle, car il ne faudrait pas tomber dans le panneau utopique de l'universalité, au phénomène de la déterritorialisation des œuvres québécoises pouvait-elle se faire? On peut affirmer que oui, puisque dans les décennies 70-80, la déterritorialisation des œuvres québécoises a pris la forme d'une cause sociale, défendable puisqu'elle s'est appuyée sur les jugements antérieurs qui avaient été rendus dans le cas de deux causes importantes, soit l'affaire des trésors de l'Ange gardien en avril 1976, lors de laquelle l'action judiciaire des marguilliers de la fabrique avait permis d'annuler des transactions impliquant des objets précieux de leur paroisse, et du cas entourant la collection Bordua, événement lors duquel le secrétariat d'État à Ottawa avait donné au Musée d'art contemporain de Montréal la collection qu'il avait récemment acquise. Cette cause, plus large, visant à conserver le patrimoine à son emplacement d'origine, a toujours été opposée par des individus convaincus que le patrimoine est plutôt d'un ressort mondial. Donc, cette dichotomie d'opinion ne va pas sans rappeler la querelle qui occupe depuis des décennies maintenant les historiens de l'art et muséologues sur la question de l'exportation internationale des antiquités, telle que nous l'a présenté de manière précise et éclairée James Cuno en 2008 dans son livre « Who Owns Antiquity ». Les Québécois ont massivement exprimé leur désaccord envers l'exportation massive de leur patrimoine, qui avait lieu depuis des décennies sans qu'aucune structure d'autorité n'empêche cette hémorragie, pour reprendre les termes de Serge Joyal, ancien député. Nous pouvons donc dire que cette action collective a permis à l'affaire Burks de devenir un problème politique. Selon moi, la médiatisation de cette affaire a contribué à alarmer le gouvernement provincial afin qu'il s'interroge sur l'avenir de son patrimoine, à prendre au sérieux la question de la déterritorialisation des œuvres d'art et à opérer des changements législatifs. Effectivement, au terme de la controverse, des actions concrètes visant une protection efficace du patrimoine culturel québécois dans les années 80 ont été posées. En effet, la loi sur les biens culturels a été bonifiée en 1985 et l'action de la Commission des biens culturels s'est faite beaucoup plus active et balisée. En conclusion, la controverse de la donation de la collection Burks à la Galerie nationale a soulevé au cours de son déploiement, vous l'aurez compris, des questions d'identité collective, de pouvoir, de justice et d'éthique. Elle représente un épisode de l'action collective et sociale du Québec lors duquel la relation entre art et politique est devenue explicite. Son analyse permet d'affirmer que la législation protégeant aujourd'hui le patrimoine culturel québécois, c'est la loi sur le patrimoine culturel, québécoise, qui a remplacé la loi sur les biens culturels le 19 octobre 2012, ne découle pas uniquement de décisions prises par le gouvernement, mais également d'actions collectives dans le cadre d'une controverse médiatisée. Donc, merci. Merci Marie-Pierre, c'était très clair. Oui, ok. Moi j'ai une petite question. Éventuellement, on va voir disparaître Philippe.
côté politique. Oui. Parce que votre controverse arrive à un super beau moment, Mhm. c'est-à-dire immédiatement, en fait, le don, la collection Burks, arrive immédiatement après la prise de pouvoir du Parti québécois, si je ne m'abuse. Mm. Et Je suis pas très vous calée êtes en pas très- politique, là, Ok. mais... En fait, je pense qu'il vous faudra faire quelques vérifications de ce côté-là, parce que les noms de ministres que j'ai entendus, c'est des ministres du Parti québécois. Mm. Et si je ne me trompe pas, le Parti québécois prend le pouvoir en 1976 et le premier référendum est en 1980. On a j'allais dire une fenêtre, quelle horrible expression. On a un beau 4 ans là, pendant lequel ça va brasser au Québec à bien des égards et pendant lequel il va y avoir un chantage au déménagement de tout ce qui est anglophone. Alors je pense qu'il faudrait quand même poser cette question à l'intérieur de cette controverse, une question qui est purement politique, à savoir est-ce que les Burks n'avaient pas derrière la tête cette pensée que les murs allaient se refermer autour du Québec et que tout ça serait perdu pour le Canada et l'univers. Mm. Donc je pense que puisque vous êtes dans ces idées de controverse où il y a évidemment une complexification, plus on les regarde, plus c'est complexe, je pense que il faut quand même questionner cet aspect-là des choses. Oui, toutes les controverses sont dans les années 70-80, donc on a vraiment un espace là, Oui. culturel, politique, vraiment... Politico-culturel, il y a un momentum clairement Oui. où on n'est pas sur révolution tranquille, il y a eu une affirmation culturelle du Québec, donc ça a provoqué de la colère quand même. Donc je Parce pense que qu'il faut pas en faire l'économie. Ouais, la politique des biens culturels avait été instaurée en 72, mais il n'y avait aucune action concrète qui avait été faite. C'est ça, avant justement 78, où est-ce qu'on a remarqué que toutes nos collections étaient en train de partir du Québec. Là, donc, ouais, on est vraiment dans un moment de crise, je pense. On est dans un moment de crise, tout à fait, et vous voyez les moments où la loi est bonifiée, ça correspond précisément à cette montée d'une défense culturelle du Québec. Vous avez donc beaucoup de documents. Énormément. C'est quand même le fun quand on essaie de tracer une controverse. Juste une dernière question avant qu'on sauve. Au départ, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de grand public dans votre controverse. Vous le faites apparaître à un certain moment à travers les médias, donc pour les lecteurs, machin. Mais je suppose qu'il y a une évidence que si les médias eux-mêmes, c'est-à-dire les journalistes et ainsi de suite, s'y étaient pas mis, il n'y aurait pas nécessairement eu de grand public. Donc, ce qui fait aussi, c'est vraiment la médiatisation intense de la chose, c'est ça? C'est très intéressant. Merci. C'est à vous. Et on vient me chercher juste. Je voulais savoir si tu connaissais les intérêts économiques qui entrent en ligne de compte dans les moments de donation à cette époque, parce qu'aujourd'hui, quand on donne à une institution publique, on reçoit un reçu d'impôt. Je me demandais s'il n'y avait pas des intérêts économiques justement à donner toute sa collection privée à un musée canadien en Ontario. Oui, les retours d'impôts à cette époque-là, à Ottawa, Ontario, tout ça, étaient beaucoup plus importants qu'au Québec. Et c'est même suite à cette controverse-là que le Québec a instauré justement des retours d'impôts beaucoup plus élevés qu'en Ontario pour dissuader les collectionneurs d'envoyer leur collection en Ontario. Mais oui, effectivement, ça a été abordé dans les journaux, cet aspect-là de la loi fiscale. Je pense que c'est C-55, justement. Et oui, c'est sûr, ça a joué un compte, mais aussi vraiment côté politique, je pense, parce que la collection Burks, de la maison Burks, ce que je veux dire, c'est la maison Burks, à une certaine époque, a été l'orfèvre attitré de la reine. Donc, pour moi aussi, donner la collection à Ottawa, c'était un peu un signe de remerciement en retour pour la reine, là. Donc, il y a aussi ça économique, mais politique. L'autre question que j'avais, c'était concernant la provenance de ces objets-là. C'était dans la collection privée de Burks, mais je pense que c'est peut-être à un autre moment que je t'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'objets du patrimoine religieux catholique québécois
comment ça a fait pour se retrouver dans une collection privée, ça? C'est une question que Gilles Toupin, un journaliste, a posée justement dans des articles. On ne savait pas qui avait vérifié la légalité des œuvres qui avaient été acquises, justement les œuvres religieuses. Encore aujourd'hui, on n'a pas posé la question. Je pense après la fin de la controverse, ça s'est comme dissipé. J'en ai même parlé au conservateur qui me dit que de ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais ça n'a jamais été vérifié. Et selon Gilles Toupin, le journaliste, le Musée des Beaux-Arts du Canada avait une politique qui obligeait le musée de faire une enquête justement sur la légitimité de ces œuvres religieuses-là du Québec. Ça, de ce que je connais, ça n'a pas été fait, mais c'est aussi un journaliste qui disait ça. Donc, est-ce qu'il faut se fier... Ouais, est-ce qu'il faut se fier à ce qu'il dit? C'est ça, faudrait que je vérifie carrément dans les politiques du Musée des Beaux-Arts, voir si cette fameuse politique d'acquisition-là était vraiment en vigueur à ce moment-là, mais j'ai pas trouvé le document encore. Parce que c'est ça, une fois que c'est dans une collection privée, effectivement, j'ai l'impression que dès qu'on est propriétaire de quelque chose, on peut pas mal faire ce qu'on veut avec. Ouais. À ce moment-là. Puis on n'avait pas nécessairement de preuves que l'Église avait vraiment fait la transaction. On n'a pas gardé nécessairement les papiers, donc ça serait des oui-dire. Donc dans ce temps-là, on préfère peut-être garder les œuvres, puis mentionner qu'elles ont été faites à la fabrique de telle église. Ouais, mais c'est une question qui se pose en effet. Oui. Oui, un peu en lien avec ce que disait Suzanne. Je pense que tu as mentionné que la loi sur les biens culturels a été modifiée en 2012. Mm-hmm. En lien avec toutes ces questions d'identité et de gouvernement, est-ce que tu sais si c'était sous le gouvernement Charest ou le gouvernement Marois en 2012? Aucune idée. Voir s'il y a une de continuité. Oui, parce que c'était vraiment, dans le fond, mon but, c'était de prouver que ça pouvait être un problème politique à un certain moment donné. Mais ça, je me suis pas attardée aux chefs des partis qui étaient à ce moment-là, parce que c'est dans le cadre de mon mémoire, j'analyse plutôt le discours muséal de cette collection-là, donc vraiment pas le côté politique, mais oui, ça serait quelque chose à vérifier. Merci. En fait, ça fait un contexte historique, pour donner une idée de ce que c'était l'ambiance à ce moment-là. Il y a aussi un travail à faire justement sur le collectionnement de l'orfèvrerie carrément au Québec. C'est peut-être pas M. Burke seulement là, qui faisait ça. Donc, ouais. C'est un gros dossier. D'autres questions? Bon. Je sais pas si... Faut qu'on s'arrête, là? C'est quoi l'heure qui est marquée, ça? Il est 20? Ah, ben c'est ça.